avant de commencer le débat, ce serait bien que vous vous présentiez de manière brève, s'il vous plaît. Alors, si j'ai bien compris, honneur aux dames, dans tous les sens du terme, mais le sort, on a décidé ainsi aujourd'hui. Alors, moi, je m'appelle Hélène Franco, je suis tête de liste à Paris, Place au Peuple, soutenue par le Front de Gauche, composante du Front de Gauche, et j'habite le 11e arrondissement depuis pas mal d'années maintenant, et on continue depuis l'an 2000. J'ai moi-même eu l'occasion d'être dans une autre école il y a longtemps, l'IEP de Paris. Donc j'ai reconnu quelques mots, pas tous, hein. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux mots. MOOC, par exemple, j'ai demandé à mon voisin ce que ça voulait dire. Excusez-moi, je ne suis pas encore tout à fait à la page, mais j'essaye quand même de me maintenir. Et j'ai 42 ans, j'exerce la profession de magistrate dans la belle ville de Créteil. Et j'exerce cette profession depuis bientôt 16 ans, donc à plein temps, évidemment. Et j'étais par ailleurs secrétaire générale d'un syndicat de magistrats, dont je tairai le nom, mais je pense que vous pourriez le retrouver assez facilement. Bonsoir à tous. Je suis Jean-Marie Barrault. Je suis tête de liste du mouvement républicain et citoyen et de la société civile. Je suis parisien depuis 1974. Vous m'avez demandé d'être court, donc je passe la parole au suivant. Merci. Bonsoir, Christian Saint-Étienne. Donc, je suis tête de liste dans le 11e arrondissement de l'Union de la droite et du centre, UMP-UDI Modem, et chef de file UDI pour Paris. Et par ailleurs, professeur titulaire de la chaire Jean-Baptiste C. Au Conservatoire national des arts et métiers, qui doit être, si je ne me trompe, le fondateur de cette école dans laquelle j'ai commencé mes études il y a quelques années. François Vauglin, je suis la tête de liste du rassemblement PS, PRG et Parti communiste, ainsi que quelques écologistes qui ont décidé de soutenir Anne Hidalgo et ses listes à Paris, liste qui accueille aussi Jean-François Martins, qui était le seul conseiller de Paris Modem de l'actuelle mandature et donc qui a décidé de nous rejoindre sur notre liste. J'ai 44 ans, j'habite le quartier de Nation et je me présente pour prendre la suite. Donc Patrick Bloch, qui est le maire actuel, qui ne se représente pas, s'appliquant délibérément la règle du non-cumul des mandats, car il est aussi député. Et donc avant même que la loi l'y oblige, il a choisi de ne pas se représenter. Donc j'y vais avec son soutien, celui d'Anne Hidalgo, et professionnellement, puisque chacun a parlé de sa vie professionnelle. Je suis ingénieur des ponts et métiers, des ponts et chaussées, je vais y arriver. C'est les arts et métiers qui doivent me faire un lapsus. Donc des ponts et chaussées, et je travaille notamment dans le secteur de l'environnement. J'ai travaillé longtemps à l'IGN dans la cartographie. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, je ne suis pas Joël Morel. Je suis Hervé Morel, je suis son mari. Et donc je suis chargé de l'excuser puisqu'elle prépare une réunion publique qui aura lieu tout à l'heure rue Oberkampf sur la relocalisation de l'économie. Et donc elle m'a demandé, enfin dans l'équipe de campagne on a réfléchi à qui pouvait la représenter dans ce débat. Évidemment je me suis porté volontaire parce qu'il y a une trentaine d'années je franchissais tous les matins le Porsche du 79 avenue de la République. Non pas comme étudiant à l'ESCP, mais étudiant dans un institut de formation où on apprenait à être consultant et formateur. Et c'est là que j'ai appris mon métier. Et aujourd'hui, j'enseigne la finance dans une école de commerce. Alors je sais qu'il ne faut pas parler d'une école dans une autre école. Je dirais simplement qu'elle est à Jouan-Josas. Merci de vous être présenté et comme donc le jeu le veut, on va vous chronométrer pour que chacun ait le même temps de parole et du coup je vais laisser Hugo lancer le débat. Voilà, alors ce soir on a choisi 4 thèmes pour faire ce débat. Alors tout d'abord le logement, ensuite l'environnement, pour aller après vers l'emploi à la jeunesse et pour finir sur les questions de sécurité. Alors je vais d'abord poser des questions donc, sur le logement.
qui est un enjeu majeur donc, à Paris en particulier. Tout d'abord, étant donné que Madame Franco a commencé, je vais demander à la personne qui est la plus à ma gauche, Monsieur Saint-Etienne. Il y a la question en ce moment d'encadrer le prix des loyers. Vous avez des positions chacun différentes là-dessus, sur les propositions qui ont été faites par le gouvernement. Et aussi la question des logements sociaux. Que proposez-vous, Monsieur Saint-Etienne? J'ai vu que dans vos propositions de campagne, il y avait celle que les gens de classe moyenne, les plus pauvres, doivent continuer à habiter dans les 11e. Êtes-vous pour plus de logements sociaux, de fait? Et êtes-vous prêt à encadrer le prix des loyers? Comment voulez-vous faire pour que ces gens restent habités? Le logement pour les classes moyennes est absolument fondamental si nous voulons avoir une cohérence entre justement formation et vie ensuite. Nous ne voulons pas que les gens qui soient formés à Paris soient obligés de partir, de quitter Paris, surtout quand ils veulent créer un foyer, qu'ils n'arrivent pas, compte tenu du prix des mètres carrés à Paris, à fonder un foyer dans la ville. Donc notre priorité, c'est le logement intermédiaire qui a été extrêmement malmené. Sur les 200 000 logements sociaux à Paris, nous observons une baisse du nombre de logements intermédiaires, dont une grande partie de ces logements intermédiaires avaient été construits dans les années 60, 70, 80, et une partie de ces logements intermédiaires ont été transformés en logements sociaux pour atteindre les quotas qui étaient fixés par la loi, au lieu de construire. Donc ce que nous voulons, nous, c'est construire massivement dans Paris des logements intermédiaires, parce que par ailleurs, nous nous opposons à une politique constante qui a été menée depuis une dizaine d'années, qui vise à racheter des immeubles de location privée, le plus souvent, pour les transformer en logements sociaux, ce qui a l'effet de réduire l'offre et donc de faire monter les prix. Donc soit à l'arrivée, vous obtenez ce que nous observons tous à Paris et ce que tout le monde dénonce, c'est-à-dire une ville de pauvres et de riches, et les classes moyennes sont obligées de quitter le territoire. Donc nous nous opposons fermement à cette évolution et nous voulons au contraire que les classes moyennes puissent revenir dans le centre de Paris. Une réaction peut-être? Paris a gagné 130 000 habitants depuis 2001, depuis que Bertrand Delanoë est maire. 15 000 familles se sont installées à Paris, 32 000 jeunes s'y sont installés en plus donc depuis 2001, ce qui montre que Paris est devenu de plus en plus attractive et a inversé le déclin démographique qu'elle connaissait jusqu'ici. Et notre projet pour faire en sorte que l'ensemble des Parisiens, c'est-à-dire les plus fragiles, mais aussi les classes moyennes et l'ensemble des Parisiens puissent rester vivre à Paris, c'est d'agir sur l'ensemble des segments du logement. Logement social, évidemment, construction, acquisition, conventionnement, c'est-à-dire le fait que la ville, quand un promoteur immobilier ou un propriétaire veut vendre, souvent à la découpe, un logement, un immeuble de logement, eh bien, le fait pour pouvoir augmenter les loyers et donc, in fine, exclure les familles qui y logent. Et donc, si nous préemptons, et nous allons continuer à préempter dans cette logique-là, c'est pour permettre justement aux familles qui habitent à Paris de pouvoir y rester. Et nous avons ainsi permis de maintenir 13 000 familles sous la dernière mandature à Paris grâce à cette politique. Ensuite, la construction. Ensuite, bien évidemment, agir sur les logements vacants. Et avec Anne Hidalgo, nous allons créer une agence qu'on a baptisée Multiloc, qui rassemble l'ensemble des acteurs du logement, c'est-à-dire bailleurs privés, syndics, services de l'État, services de la ville, etc. Tous autour d'une table pour les amener à remettre ces 10% du parc de logements à Paris sont aujourd'hui vacants, et donc pour les remettre dans le circuit de la location. Et puis enfin, nous aiderons, il y a beaucoup de copropriétaires modestes, et donc nous les aiderons à rénover leur logement, notamment sur l'aspect thermique, pour plus de confort et aussi pour moins de charges. Et voilà comment nous souhaitons faire en sorte que l'ensemble des Parisiens puissent continuer à s'épanouir à Paris. Monsieur Barbeau, allez-y. Eh bien, nous voulons en fait empêcher que les Parisiens et les Parisiennes quittent Paris. Parce
on s'aperçoit que les classes moyennes ne peuvent pas rester à Paris. C'est vrai qu'il faut aussi des logements sociaux, mais il faut aussi des logements intermédiaires. Il faut de tout pour que l'on puisse conserver les Parisiens à Paris. Parce qu'en fait, lorsque les jeunes se marient, par la suite, lorsque les couples ont des enfants, ils ne peuvent plus rester à Paris, parce que les loyers sont trop chers. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que l'on puisse faire des logements sociaux et intermédiaires pour que toutes les personnes qui habitent Paris puissent y rester au lieu de partir en banlieue. Oui, alors, vous avez compris, si vous avez lu un certain nombre de choses sur ce qu'on a écrit dans cette campagne au fond de gauche, que le logement, c'est véritablement le fil conducteur de notre campagne. Quand je dis le logement, c'est l'accès au logement pour, évidemment, les plus pauvres qui sont véritablement évincés de Paris depuis un certain nombre d'années maintenant. Dans le 11e arrondissement, puisque nous y sommes, ça permet d'illustrer quand même les choses. Monsieur Saint-Étienne a dit nous voulons construire massivement pour les classes moyennes. D'abord, effectivement, c'est une orientation que nous ne partageons pas. Construire massivement, par exemple, dans le 11e arrondissement, c'est quelque chose d'assez compliqué, puisque nous sommes déjà l'arrondissement le plus densément peuplé. Et pourtant, il y a un énorme problème dans le 11e arrondissement, c'est que nous sommes à peu près à 12% de logements sociaux, véritablement, pour une moyenne parisienne de 18,6%. 20 et quelques, selon Madame Hidalgo, c'est en fait les logements financés, on parle Madame Hidalgo, mais en réalité, les logements utilisables aujourd'hui, c'est 18,6% moyenne parisienne. Et 12% dans le 11e arrondissement. Et ce n'est pas l'arrondissement où il y a le plus de riches. Je vous donne un chiffre tout à fait extravagant, même un peu plus. Taux de pauvreté en France, c'est-à-dire les gens qui gagnent moins de 977 € par mois. C'est le taux de pauvreté, le seuil de pauvreté. Eh bien, les chiffres qui viennent de paraître sur l'année 2011 indiquent que la moyenne en France est de 14,3%, ce qui est du taux de pauvreté, de gens sous le seuil de pauvreté, 14,3% à Paris, 19% dans notre arrondissement. Voilà. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui vivent dans notre arrondissement, que nous côtoyons tous les jours, qui pour autant n'ont pas accès à des logements étiquetés sociaux, mais qui vivent dans des conditions qui sont véritablement assez indécentes et dégradantes. Voilà, c'est à cela déjà qu'il faut s'attaquer. Évidemment, nous nous attaquons aux 100 000 logements vacants dans Paris, en taxant ces logements. Autre proposition, nous proposons de municipaliser les sols, c'est-à-dire qu'avec des baux amphithéotiques, je pense que chacun maîtrise les termes juridiques ici, c'est-à-dire des baux sur 99 ans, eh bien la ville peut s'assurer effectivement que les promoteurs obtempèrent aux besoins véritablement des habitants, aux besoins sociaux des habitants de Paris. Quelques exemples, et je m'arrêterai là, parce que nous avons beaucoup d'autres propositions en matière de logement. Si je peux me permettre, je vais dire évidemment quelques mots sur le logement, et notamment sur la loi Duflot, mais avant je voudrais faire une mise en garde. Ne faites pas de sport. Ne faites pas de sport ni aujourd'hui, ni dans les jours qui viennent. Vous savez qu'il y a du soleil. Et soleil plus diesel égale pic de pollution. Il ne faut pas faire de sport, il ne faut pas que les bébés sortent de leur maison, il ne faut pas que les personnes âgées sortent de leur maison, et il est conseillé que dans les écoles primaires, les enfants fassent leur récréation à l'intérieur. Il nous reste deux options, soit supprimer le soleil, soit supprimer le diesel. Je préconise qu'on supprime le diesel. Et c'est ça l'écologie, c'est se préoccuper de la vie quotidienne des gens, qu'on puisse faire du sport quand on a envie de faire du sport, que les bébés puissent sortir, que ma mère puisse aller à son cours de tai chi sans avoir de problèmes respiratoires. Et les problèmes qu'on a aujourd'hui, il faut le traiter dans l'urgence. Christophe Nadjowski, notre tête de liste parisienne, était ce matin au tribunal pour accompagner les associations écologistes qui portent plainte contre X
pour mise en danger de la vie d'autrui. Les particules fines, c'est des cancers assurés. C'est la conséquence de choix industriels qui ont été faits il y a 40 ans. Nous, écologistes, ce qui nous caractérise, c'est de penser le long terme. Il y a 40 ans, on a fait des erreurs. Et aujourd'hui, nous pensons que d'autres erreurs sont en train de se commettre qui provoqueront des drames encore dans 40 ans. Par contre, M. Morel, juste, le prochain sujet, en fait, sera l'environnement. Juste si vous pouvez parler un petit peu du logement. Eh bien, je laisserai un peu de temps. C'est bien. Je laisserai un peu de temps sur l'environnement. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas déborder. Mais c'est l'actualité. Hein, c'est l'actualité. Ne faites pas de sport. Alors, par ailleurs, vous verrez dans notre programme que nous souhaitons largement développer le sport. Alors, pas le sport jambouin et des choses comme ça. Plutôt du sport amateur, des pratiques amateurs, un parcours de santé dans le sport roquette, etc. Sur le logement. 3 temps, le passé, le présent, le futur. Le passé, certains d'entre vous, peut-être, viennent de province, donc on fait la prépa, on réussit le concours, on arrive à Paris. Et là, il faut trouver un logement. Alors d'abord, on est super content d'avoir intégré l'école, il faut trouver un logement. Alors peut-être que certains d'entre vous ont connu les quelques centaines d'euros qu'on paye pour les marchands de listes, hein, qui vous donnent des listes d'appartements à louer. Et puis en fait, ces listes, elles sont bidons, puisqu'en fait, c'est des appartements qui sont déjà loués ou des choses qui ont été récupérées par ailleurs. Certains d'entre vous se sont peut-être retrouvés à payer des frais d'agence complètement faramineux et complètement indus. Peut-être certains d'entre vous ont entendu le locataire précédent qui a annoncé le loyer qu'il payait, et vous avez su que vous payez beaucoup plus de loyer. Ça, c'était le passé. Il y a eu la loi Duflot. La loi Duflot, elle dit, les marchands de liste, c'est illégal. Elle dit, nous limiterons, et c'est dans la loi maintenant, hein, les honoraires d'agence. Elle dit aussi le principe des loyers miroirs, qui est que dans un quartier donné, il y a une limitation des loyers par rapport au prix moyen, et qu'on ne peut pas, et notamment pour les logements des étudiants qui n'ont pas des baux de longue durée, on ne peut pas, en relouant, avoir toute liberté sur le loyer qu'on mène. Je pense que c'est un progrès, et j'espère que les sénateurs UMP qui demandent au Conseil constitutionnel l'invalidation de cette loi parce qu'elle met en péril le droit de propriété, je suis favorable au droit de propriété, je suis favorable à l'économie de marché, je ne suis pas favorable aux abus de l'économie de marché, et là, il faut que la puissance publique régule. Dans le 11e, Cécile Duflot, vous le savez peut-être, est la dernière sur notre liste municipale. Et pour nous, c'est un signe fort, parce qu'elle est, vous savez, députée, enfin, elle n'est plus députée puisqu'elle est ministre, mais elle est députée de la circonscription entre 11e et 20e. Et pour nous, le fait que Cécile soit sur notre liste, c'est quelque chose de très fort, parce que je crois que la loi Duflot sur le logement n'est pas la panacée, mais vraiment un pas important, et surtout un pas symbolique, dans lequel on dit que quand un marché est en tension, il est dérégulé, il faut que la puissance publique intervienne. Et ça, c'est ce choix symbolique qui était fort. Maintenant, je termine sur le futur. Je vais faire très vite. On prend l'agglomération d'Île-de-France et on regarde le rapport entre les emplois et les habitants. À Paris, on a plus d'emplois que d'habitants. Pardon. Oui, non, mais vous aurez plus de temps. Ce qui va se passer, c'est voilà, à la fin, chacun aura le même compte, c'est juste que vous choisissez de parler plus ou moins sur un sujet qui... Voilà, excusez-moi, c'est la loi Duflot, je parle de la loi Duflot, mais je n'ai pas l'intention de parler plus longtemps que les autres. Il n'y a pas de problème, on va réguler tout, vous inquiétez pas. Allez-y, monsieur. C'est pour ça que les compteurs sont là. Vous le comptez en arrêt de jeu, là. Elle n'est pas invisible puisqu'il y a les compteurs, donc... Alors, sur le futur. Hein, l'agglomération parisienne. Dans Paris, il y a plus d'emplois que de logements. Dans la petite couronne, c'est entre 0,8 et 1. Et quand vous allez dans la grande couronne, vous tombez à 0,4. C'est-à-dire concrètement, les gens ils habitent en banlieue, notamment à l'Est, et ils travaillent à Paris. Si on est écolo, si on a une vision globale, si on a une vision pragmatique, si on réfléchit au long terme, on dit il faut créer des bureaux en banlieue et plutôt à l'Est que de créer des bureaux à l'intérieur de Paris et encore plus à l'ouest de Paris.
Ça réduit les temps de transport, et le fait qu'il y ait moins de bureaux à Paris, ça baisse la pression foncière, et ça a un impact sur les loyers. Alors là, soyons simples. C'est clair ce que je viens de dire. C'est limpide. Construire une tour de bureau, la fameuse tour triangle, dans Paris intramuros, du côté de l'ouest, c'est nul. C'est nul. Et nous, écolos, on a perdu les élections en 2008. Hein. Voilà, c'est les SOS qui ont gagné tout seuls. Les socialistes, pardon. qui ont gagné tout seuls. Donc on ne peut plus rien empêcher. Hein, et j'espère qu'en 2014, on sera alliés avec les socialistes, mais on aura suffisamment de poids pour les empêcher de faire des bêtises. Parce que là, franchement, une tour de bureau, dans Paris intramuros, dans l'ouest, c'est une aberration totale. Et bon, François, tu vas me permettre la formule. Anne Hidalgo, si elle veut construire des tours de bureau, c'est pas la mairie de Paris qu'elle doit briguer, c'est la mairie de Marne-la-Vallée. Monsieur Vogla, une réaction peut-être, parce que je vous entends apostropher sur une éventuelle non, on ne va pas alliance. construire de tour dans le 11e arrondissement. Je crois qu'on a tous en tête le patrimoine particulier, le patrimoine architectural de Paris, et je ne soupçonne personne autour de cette table de vouloir le dévoyer. Donc il s'agit de 6 projets qui ont été identifiés, qui sont autour du périphérique. Donc il y a des endroits où il s'agit de recoudre le tissu urbain entre Paris intramuros et sa proche banlieue. Et effectivement, il y a des endroits où les terrains sont suffisamment dégagés, il y a suffisamment d'espace pour pouvoir faire des tours mixtes, pas des tours de bureaux, des tours c'est-à-dire qui accueillent à la fois de l'activité, du logement, des commerces, des hôtels, etc. Mais c'est pas tant que ça, je crois, le cœur du sujet de notre débat ce soir. Et je voudrais rappeler il n'y a pas de clivage à avoir sur le logement social. 75%, les 3/4 des Parisiens sont éligibles au logement social. Donc quand on dit notre priorité c'est de faire du logement social, on dit très précisément que nous voulons loger 3/4 des Parisiens qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de rester à Paris. Donc on s'intéresse aux plus défavorisés, mais aussi à l'ensemble de ces classes moyennes dont tout le monde parle tant aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je rebondis sur ce que disait Christian Saint-Etienne tout à l'heure, sur nous voulons des constructions neuves. Oui, nous allons en faire des constructions neuves. Nous allons en faire dans le 11e arrondissement, et nous avons un certain nombre de projets. 63 boulevard de Charonne, 127 logements sociaux qui sont prévus, dont 22 sont réservés pour des personnes handicapées mentales vieillissantes, c'est-à-dire des personnes qui n'ont rien. Les personnes handicapées mentales, elles ont des structures quand elles sont jeunes qui les permettent leur éducation, elles ont des structures quand elles sont à un âge de travailler, si elles sont en capacité de travailler, donc des structures adaptées. Et quand elles arrivent au grand âge, parce qu'aujourd'hui de plus en plus arrivent au grand âge, eh bien elles n'ont plus rien, plus aucun accompagnement. Et donc voilà, nous voulons créer cette unité qui est expérimentale, certes, mais qui semble d'autant plus nécessaire pour répondre aux nouveaux défis de notre société aujourd'hui. 63 boulevard de Charonne, je l'évoquais, 27-35 rue Breguet, nous avons une belle opération mixte, construction de ville, c'est-à-dire activités, crèches, jardins, 3 salles de sport, logements sociaux, etc., et salles culturelles. Et puis nous avons d'autres adresses, je pourrais les énumérer comme ça. Mais nous avons aussi 80 logements qui sont prévus au 49-51 boulevard de Ménilmontant. Et voilà, donc quand je prends ces opérations, je ne peux que constater que j'entends l'opposition tirer le prétexte qu'il y a un point relais encombrant pour s'y opposer et dire que ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit, il faudrait reporter cette déchetterie sur le périphérique, il faudrait faire les logements sociaux ailleurs. Enfin bref, ce n'est jamais le lieu ni la place. Et donc, nous, notre conception de la mixité à Paris, notre conception de la solidarité, c'est de faire en sorte que l'ensemble des services qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la ville puissent trouver leur place dans nos quartiers. Et c'est pour ça que nous défendons l'ensemble des projets que je viens d'évoquer. Monsieur Saint-Etienne, oui, je vous entendais à la fois, il y avait une critique sur la loi Duflot, qu'est-ce que vous en pensez, et en même temps sur ce qu'il disait sur certains projets comme la rue Charonne. Non, mais sur le boulevard de Ménilmontant, c'est un projet phare de François Vauquelin qui consiste à construire une déchetterie à un endroit important du 11e, puisqu'il y a 9 salles de sport fermées dans le 11e et 2 terrains ouverts.
Et ce projet vise à condamner un des 2 terrains de sport ouverts. Or, on observe dans le 11e qu'il y a beaucoup de problèmes d'insécurité dans les salles de sport fermées, notamment dans le quartier Belleville. Et à l'inverse, il n'y a aucun problème de sécurité sur les terrains de sport ouverts. Donc notre vision est qu'il faut au contraire rénover ce terrain de sport et certainement pas mettre la déchetterie à cet endroit-là parce qu'elle provoquerait une circulation intense de véhicules, plusieurs milliers par jour vraisemblablement, venant de tout l'Est parisien, alors qu'il y a une autre possibilité bien plus réaliste et rationnelle. C'est ce que nous proposons, qui est, puisque nous songeons à recouvrir le périphérique en plusieurs endroits de la ville de Paris, nous pensons qu'il faudrait un grand projet pour l'ensemble de l'Est parisien sur le périphérique. Ça serait très intelligent en termes de croissance durable parce que vous auriez les rampes d'accès et de sortie qui seraient sur le périphérique, donc vous n'auriez pas besoin d'avoir des véhicules qui tournent à l'intérieur de Paris pour aller laisser leurs déchets à cet endroit-là. Et à l'inverse, nous voulons, dans cet endroit absolument exceptionnel du boulevard de Ménilmontant qui jouxte donc le cimetière du Père-Lachaise, faire un ensemble d'aménagements pour accueillir l'ensemble des touristes du monde entier qui viennent visiter les personnalités qui sont enterrées au Père-Lachaise, dont des rockstars qui sont probablement chers à un certain nombre d'étudiants de l'école et qui sont emblématiques de l'attraction de Paris. Et donc nous voulons que les étrangers qui viennent, les touristes qui viennent dans cette partie du 11e arrondissement soient bien accueillis et pas par une déchetterie. Je vous voyais réagir, Madame Franco, peut-être d'abord, j'ai vu une réaction un petit peu énervée presque. Non. Je suis toujours très calme. Parce que j'ai professionnellement déjà l'habitude d'entendre des choses énormes. Ça me plaît pas. Non, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, il ne faut quand même pas se tromper dans le jeu de cette élection. Qu'est-ce que le Conseil de Paris ? Le Conseil de Paris gère 8 milliards d'euros. C'est à la fois un conseil municipal et un conseil général. Il faut quand même remettre les choses à leur place. C'est au Conseil de Paris que se décident la plupart des grands projets pour Paris. Le conseil d'arrondissement a toute son importance, évidemment, mais a une importance bien moindre, même si son importance a un petit peu augmenté avec les années, mais en gros, le conseil d'arrondissement, il gère un certain nombre de subventions locales pour des associations, des projets locaux, mais les grands axes politiques sont déterminés au niveau du Conseil de Paris pour ce qui est à la fois de tout ce qui est l'aide sociale, parce que ça c'est l'aspect conseil général, et puis toutes les prérogatives municipales, je ne vais pas les énumérer. Donc c'est quand même ça qu'il faut avoir à l'esprit quand on va mettre le bulletin dans le urne. Voilà, c'est qu'on a 2 élections en une. C'est quand même très, très important à avoir à l'esprit. Alors, je crois que pour avoir entendu successivement François Vauglin, M. Saint-Étienne, je me dois de rappeler que nous sommes, nous, le Front de Gauche, la seule liste présente ici en tout cas, à ma connaissance, à être vent debout contre la politique d'austérité, c'est-à-dire la politique de coupe des dépenses publiques qui repose sur la doxa libérale. Nous avons trop dépensé, qu'il y a un bon usage de l'endettement et qu'il y a aussi d'ailleurs des projets mirifiques. Et je rejoins tout à fait ce que disait Hervé Morel sur la Tour Triangle. Nous sommes côte à côte contre ce grand projet inutile, comme on dit, au même titre que Notre-Dame-des-Landes ou d'autres projets en France, mais sur Paris, effectivement, nous sommes côte à côte, vent debout contre ce grand projet inutile, de même que nous sommes très insatisfaits de la manière dont a été pensée la rénovation des Halles, parce que ça participe de la gentrification, comme on dit, de Paris. Et je vous invite à lire un petit bouquin qui dit beaucoup de choses là-dessus, qui s'appelle Paris sans le peuple. Voilà. Et beaucoup de choses sont dites sur l'évolution sociologique et le poids d'un certain nombre de grands choix politiques dans l'évolution sociologique parisienne. Monsieur Barrault, à vous, j'entendais parler tout à l'heure de logement intermédiaire, ce qui faisait un petit peu référence à ce qu'avait dit M. Saint-Étienne. Oserais-je voir une accointance entre les deux ?
Non, ce que je veux dire, d'abord, lorsque l'on parle de logement, il faut savoir que par exemple pour Breguet avec Georges Sarr, dès 1995, nous avons demandé au maire de Paris de préempter déjà ce qui était la Poste à l'époque. Georges Sarr, l'ancien maire du 11e arrondissement, avant le Parti socialiste. À 2008 et qui était adjoint au maire de Paris de 2008 à nos jours. Ce que je veux dire, c'est lorsque l'on fait des projets pour le logement, ça ne pousse pas comme les champignons. Ce qu'il faut dire, c'est que ce que nous avons fait pour Breguet avec Georges Sarr, réussir d'abord à préempter. Ce n'est pas si simple. Parce qu'une portion comme Breguet, c'est énorme. Donc, depuis 1995, nous avons demandé à la ville de faire des logements sociaux, ensuite 3 salles de sport, une crèche, un jardin, et ça, c'est en route depuis 1995, et ce n'est pas encore terminé. Nous terminerons à la prochaine mandature. Donc lorsque l'on dit qu'il faut faire des logements, oui, très bien, mais il faut des années pour concrétiser ce que nous avons choisi. Donc c'est pas en une seule mandature que l'on peut tout faire. Donc ce que je veux dire, c'est que nous, ensemble, avec Georges Sarr, fait le 27-35 rue Breguet. Aussi, on ne parle pas beaucoup du 24 rue Bafroy, où il y a une rénovation de la maison d'île Henri IV, avec des logements sociaux et des commerces. Donc, il y a aussi, comme tu l'as dit, au 63 boulevard de Charonne, avec 127 logements. Donc, nous essayons de faire en sorte que les Parisiens puissent trouver des logements, mais comme je dis, des logements sociaux, des logements aussi pour tout le monde, pour tout Paris. Parce que c'est les gens qui sont cadres à l'heure actuelle ne peuvent même pas se payer un logement à Paris. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que toutes les couches sociales puissent avoir un appartement à Paris. Voilà. L'importance de la continuité, qui va être aussi au cœur du prochain sujet, dont on va vous parler en particulier, Guillaume. Voilà. Donc on va changer de thème du coup, on va passer à l'environnement. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de construction, de logement, mais c'est vrai que l'environnement c'est aussi quelque chose de très important. On sait bien, on est dans une ville qui est quand même assez polluée. Alors quelle importance accordez-vous aux espaces verts, au bien-être des citoyens du 11e, qu'est-ce que vous comptez faire pour rendre la vie plus agréable? Je sais que certains candidats ici ont pour ambition de faire que le 11e soit le premier éco-arrondissement de Paris. Et donc voilà, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Donc c'est la parole à celui qui a soit le moins de temps de parole, mais qui parler. Étienne, qui est le deuxième. Oui, je pense que c'est un sujet très important et assez clivant parce que M. Morel a évoqué sa conception de l'environnement, mais je suis aussi sensible que lui, et même plus encore, puisque mon objectif c'est de faire de Paris la première capitale mondiale à énergie positive. Comme l'a dit M. Barrot, ça ne se fait pas en une mandature, c'est un projet de moyen terme, mais c'est un projet qui est clé pour à la fois créer des emplois et arriver à construire une ville dans laquelle il soit agréable de vivre. On peut parfaitement, par des isolations faites quartier par quartier, parce que ça n'a évidemment pas de sens de le faire appartement par appartement, ni même immeuble par immeuble, donc il faut une politique d'ensemble menée sur la durée. Et de ce point de vue, d'ailleurs, Paris doit être le laboratoire de la transformation du logement en France. Il y a 30 millions de logements, il y a une expression assez remarquable utilisée par les spécialistes, mais qui dit bien ce dont il s'agit. Il existe 3 millions d'épaves en termes de qualité de logement sur ce patrimoine de 30 millions de logements. Donc il faut totalement transformer ce patrimoine en l'isolant de façon systématique avec une politique d'ensemble qui pourrait à terme créer 300 ou 400 000 emplois durables chaque année. Donc cette politique me semble clé et commencer à l'appliquer dans le 11e est très important. Donc nous avons développé un projet d'éco-quartier sur le quartier Belleville, qui est un des quartiers du 11e arrondissement. Il s'agirait donc de faire du quartier Belleville un éco-quartier pilote qui permettrait de tester justement ces politiques d'ensemble. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de cette vision, par rapport à l'exposé de M. Morel, qui globalement tout à l'heure voulait... Quand on l'a entendu sur le diesel, le mot-clé c'était interdire. Quand il a parlé de la loi de Madame Duflot, c'est bloquer.
Donc au mot d'interdire et bloquer, moi je préfère les mots inciter et construire l'avenir. Alors inciter, je donne un exemple. Bloquer, interdire, très bien. Nous avons une industrie automobile qui est en grande difficulté. Or, cette industrie automobile, pour Renault, a pris des positions très avancées sur la voiture électrique. Il ne s'en vend pas. Donc, ça pose des problèmes. Peugeot a des brevets mondiaux. Il est très en avance sur la consommation à essence à très faible consommation de litres au 100. Aujourd'hui, ce sont des véhicules qui, avec les véhicules hybrides, sont les plus propres de la planète. Si on dit aux Français, équipez-vous de véhicules électriques, évidemment, tout ce qui vient à l'esprit, c'est où est-ce que je vais pouvoir me brancher, quelle est l'autonomie de ces véhicules. Si à l'inverse, dans une politique d'incitation qu'on pourrait mettre en œuvre dans l'ensemble de Paris, et puis très rapidement en alliance avec Lyon, Marseille et les grandes villes de France, si nous concevions une politique incitative préannonçant à l'avance que par exemple dans 5 ans ou 7 ans, vous ne pourrez plus entrer dans Paris si vous n'avez pas un véhicule électrique, un véhicule basse consommation, un véhicule hybride. À ce moment-là, vous pouvez créer et développer une filière économique en France. Donc vous pouvez créer de l'emploi dans l'industrie et ces véhicules, vous pouvez les exporter. Vous savez que nous avons un déficit extérieur qui freine notre croissance. Et puis, par la politique d'isolation du bâtiment, vous pouvez créer des centaines de milliers d'emplois non exportables, qui ne sont pas globalisés et en compétition avec les travailleurs du tiers-monde ou de l'Asie. Donc, c'est absolument fondamental de concevoir la politique sur l'environnement comme une politique dynamique d'incitation et de préparation de l'avenir, et même de s'en servir comme levier d'une réindustrialisation intelligente de la France, puisque tout à l'heure on a évoqué l'avenir du pays. Je vais peut-être vous surprendre, mais il s'est passé quelque chose de très important au mois de janvier. Le président de la République, François Hollande, qui n'est pas de ma couleur politique, mais moi je suis centriste et donc je regarde tout ce qui se passe et tout ce que tout le monde dit, a dit 2 choses importantes. On a parlé de virage, ce n'était pas un virage, c'était un constat d'échec. Mais ce constat d'échec était très intéressant sur le plan stratégique. La première chose qu'il a dite, c'est ce sont les entreprises qui créent de l'emploi. On a peu entendu la classe politique dire que ce sont les entreprises qui créent de l'emploi, et je pense que c'est quelque chose qui est important dans cette école d'entendre le président de la République dire cela. Mais il a dit aussi, c'est pas la dépense publique qui crée la richesse. La France est dans un délire de dépenses publiques depuis une vingtaine d'années. Nous avons aujourd'hui le record du monde de la dépense publique, 57 points de dépenses publiques. Et comme François Hollande l'a dit à nouveau, cette fois c'était au mois de novembre, nous avons vu la dépense publique passer de 52 à 57 points de PIB. Et est-ce qu'on vit mieux? Réponse non. Donc c'est pas la dépense publique qui crée la richesse, ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Donc nous avons besoin de nous appuyer sur les entrepreneurs de tous âges, les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs aguerris, pour recréer un système productif compétitif, mais en l'inscrivant dans une croissance durable, intelligente, incitative, qui nous permette de sortir de la mouise dans laquelle nous sommes, parce que 5 millions de chômeurs, c'est insupportable. D'autant plus que nous avons un pays qui est intelligent. Grâce à la politique mise en œuvre, disons-le clairement, par la droite à partir de 2005, les pôles de compétitivité, puis les pôles d'enseignement supérieur et de recherche en 2006, puis la loi sur les universités en 2007, puis le crédit d'impôt recherche en 2008, puis le grand emprunt en 2009. Il y a une dynamique qui s'est mise en place en termes de recherche et développement. Nous avons aujourd'hui une France qui revient au premier plan en termes d'innovation. Au Consumer Electronics Show de Las Vegas récemment, la France était en pointe en termes d'innovation. On était même devant les Américains, tout le monde était stupéfait. Mais nous avons 5 millions de chômeurs. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces inventions réalisées par nos jeunes cerveaux et nos entrepreneurs ne sont pas industrialisées sur notre territoire parce que les producteurs sur ce territoire sont écrasés d'impôts et de charges. Donc il faut revenir sur une stratégie de développement économique qui crée à nouveau de l'emploi.
parce que ça n'a pas de sens de vouloir passer des promotions ici à 700 jeunes qui sortent par année, c'est ça le nouveau niveau. Eh bien, si après, ils ne trouvent pas d'emploi à haut niveau sur le territoire. Donc il faut une cohérence dans l'ensemble de la politique. Si nous voulons massivement former les jeunes au niveau L3, L5 et L3 et M2, donc 5e année, nous devons avoir des emplois qui correspondent à la sortie. J'ai la sensation que Mme Franco voulait vous répondre. Non, alors, moi je vais quand même m'en tenir à l'ordre qui a été défini. Je crois l'environnement, c'est pas rien. Nous, on parle souvent d'écologie parce que, étymologiquement, l'écologie, effectivement, ça prend... ça tient compte de l'ensemble des conditions de vie à un endroit donné. Voilà. Et donc, par exemple, les questions d'environnement sont indissociables des questions de conditions sociales de vie des habitants à un endroit donné, et indissociables aussi des questions d'urbanisme, par exemple. Donc, c'est tout ça qu'il faut avoir en tête dans mon propos. Mais je ne peux prendre que quelques exemples. Je rebondis sur ce que disait Hervé Morel tout à l'heure, sur la question du diesel. Évidemment que nous sommes sur la même ligne également que Hervé Morel, et je crois Anne Hidalgo dit aussi objectif zéro diesel pour ce qui est du transport public à Paris. Le seul problème, c'est que le conseil régional d'Île-de-France, à majorité PS et Vert, vient de voter il y a 2 mois, François Bouglin ne pourra pas me démentir, la mise en circulation à Paris de 600 bus diesel supplémentaires. 600 nouveaux bus diesel. Voilà. Avec évidemment les voix de l'UMP, de l'UDI, etc. Et nos camarades du Front de Gauche se sont opposés évidemment à ce projet tout à fait néfaste. Nous sommes pour la gratuité des transports publics à Paris dès qu'il y a la première alerte à la pollution. Donc aujourd'hui, et depuis quelques jours maintenant, si le Front de Gauche, effectivement, était majoritaire au Conseil de Paris, il y aurait la gratuité des transports publics, en plus de la gratuité des transports publics permanente que nous souhaitons sur des critères sociaux. Mais la gratuité pour tout le monde, dès le premier seuil d'alerte aux particules fines. Puisque vous savez que dans la pollution, il y a plusieurs types de pollution, et que la pollution aux particules fines, particulièrement, est très néfaste pour la santé, et que Paris est parmi les capitales d'Europe très mal placées en ce qui concerne cette forme de pollution aux particules fines. Donc, évidemment que nous partageons le constat alarmiste dressé par Hervé tout à l'heure, mais que nous avons, nous, des propositions très fortes, gratuité des transports publics, gratuité de Vélib, que nous voulons d'ailleurs voir municipaliser. Alors, quand même, effectivement, je réagissais à ce que disait Monsieur Saint-Étienne tout à l'heure, parce que, là, si vous voulez, c'est pour ça qu'on a un débat et qu'on a des listes différentes du reste. Et c'est très bien ainsi. Nous avons un fossé idéologique entre nous. Monsieur Saint-Étienne est dans la doxa libérale. There is no alternative, comme dirait Madame Thatcher il y a déjà au siècle dernier. Tina, ben non, nous sommes la liste anti-Tina. Nous pensons qu'il y a une alternative. Et cette alternative, d'ailleurs, elle est pour nous tout à fait évidente. Si on regarde l'évolution des sociétés, c'est pas sur 5 ans qu'il faut regarder l'évolution d'une société, c'est sur effectivement 50 ans, sur 100 ans, et regardez l'évolution de la société française, eh bien vous remarquerez que, évidemment aujourd'hui nous sommes dans une situation de crise, où comme dirait Gramsci, eh bien le vieux n'a pas encore disparu, le neuf n'est pas encore né, et il ajoute Gramsci, et je vous laisse méditer sur cette phrase, et c'est dans ces entre-deux que naissent les monstres, que surgissent les monstres. Évidemment, nous sommes dans cette crise, une crise très profonde de notre système économique. Et il y en a, comme M. Saint-Étienne, pour dire, eh bien, continuons, mettons le pied sur l'accélérateur de tout ce qui a dysfonctionné. Et nous disons non, parce que le progrès économique
est indissociable du progrès social. Et ça, c'est une constante des sociétés. Et vous n'avez pas de progrès économique sans progrès social. Et le progrès social fournit le progrès économique en quelque sorte. Parce que, tout simplement, vous avez des gens qui sont au travail, qui sont bien formés, qui sont bien soignés. C'est ça notre projet à nous. Et c'est effectivement de dire ce ne sont pas les contraintes budgétaires qui devront déterminer les grands choix, mais un certain volontarisme politique et économique et social qui seront évalués en fonction d'indices de développement humain qu'on pourra évaluer chaque année, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local. Et c'est cela, effectivement, que nous portons. Nous portons l'idée que c'est d'abord aux besoins essentiels de la population qu'il faut répondre et que c'est par ce biais-là que nous arriverons à sortir de ce marasme social et surtout cette souffrance sociale extraordinaire. Je terminerai par un mot sur l'aspect économique. La collectivité, d'une manière générale, que ce soit l'État, que ce soit la ville de Paris, ont été sciemment appauvries. Et notamment par un mécanisme que vous devez tous connaître en tant qu'économiste dans cette école, qui s'appelle les PPP, partenariat public-privé. C'est pas très compliqué, ça pourrait s'appeler PP, perdant-perdant pour la collectivité. Voilà, c'est-à-dire que la collectivité met au pot, et quand il y a des bénéfices, c'est dans la poche de M. Bolloré, de M. Decaux, de M. Bouygues, de M. Vinci, etc., etc. À Paris, vous en aurez moult exemples, il n'y a qu'à chercher. Et quand, par contre, il y a des autolibres à réparer, des vélib à réparer, eh bien, c'est la collectivité qui prend en charge cela. Et évidemment que lorsque M. Saint-Étienne dit il faut lutter contre la dette, oui, luttons contre cette forme d'endettement, M. Saint-Étienne, nous sommes d'accord. Luttons contre les partenariats publics-privés qui, sciemment, encore une fois, appauvrissent la collectivité et, évidemment, vont à l'encontre de l'intérêt général. Sur l'écologie, je veux dire quelques mots. Bon, moi je voudrais respecter effectivement le thème qui vous a été imparti. Et là, on est sur l'environnement. Vous avez posé une question qui est tout à fait passionnante. Et Paris, en tant que ville dense et ville de 2 200 000 habitants, a des choses à dire pour l'environnement. Et je considère d'ailleurs, je le dis souvent, que l'environnement, dans une ville dense avec des personnes pauvres comme des personnes riches, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont pas les moyens d'aller respirer dans une résidence secondaire ou d'aller passer des vacances au vert. Et donc, je considère que la préoccupation environnementale dans une capitale comme Paris, c'est aussi une question sociale, c'est une question qui est essentielle. Et donc, il faut regarder d'où viennent les sources de pollution ou de nuisances environnementales. La première d'entre elles, c'est bien évidemment les transports. Alors donc, il faut quand même rétablir ce qui a été dit tout à l'heure sur la dieselisation du STIF. La dernière réunion du conseil d'administration du STIF a donc voté l'attribution de marché d'acquisition de nouveaux bus. Le projet qui a été proposé par la région, effectivement, était un projet qui comportait des bus diesel. Et ce sont les élus parisiens, les 2 élus parisiens de la majorité socialiste, à savoir Julien Bargeton et Bernard Godillère, qui sont 2 adjoints au maire de Paris, qui ont fait un incident de séance pour faire retirer les bus diesel de cette délibération. Et donc, c'est grâce à nous que nous avons retiré et stoppé l'expansion du parc diesel à Paris. Donc, évidemment, la dédiésélation, c'est le premier des instruments. Mais ce n'est pas le seul. Et ce que nous avons fait avec l'arrivée de Vélib, ce que nous avons fait avec la création d'Autolib, ce que nous allons faire demain avec le lancement de Scoutlib, ce sont des alternatives à la voiture, des alternatives aux tout-bagnoles qu'on a connues pendant des années à Paris et qui ont créé des ravages et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il faut quand même bien le dire. Et donc quand je vois dans le projet de M. Saint-Étienne, référence vous êtes,
Quand je vois la création d'un nouveau parking de stationnement en dessous de la place Léon Blum, alors là, je dois dire que les bras m'en tombent. C'est le retour de la bagnole à Paris. C'est les politiques des années Chirac et Tibéri, et qui ont produit quand même les désastres environnementaux, Pompidou, c'est plus méchant que moi, les désastres environnementaux qu'on a connus aujourd'hui. Enfin, je pense vraiment que ça va dans le sens inverse de l'histoire. Et aujourd'hui, l'histoire à Paris, c'est la reconquête des circulations douces, la reconquête d'une digne place pour le piéton, parce qu'aujourd'hui, le piéton a enfin retrouvé une place, l'espace public s'est transformé, et donc c'est le deuxième aspect sur lequel, je ne parle pas du tramway évidemment, enfin nous avons beaucoup fait en la matière. Mais l'espace public, c'est la place d'abord pour le piéton. Et cela, ça me semble essentiel de faire en sorte que les mamans avec les poussettes, les personnes handicapées avec leurs chaises roulantes, ou les familles, l'ensemble des habitants puissent circuler. La majorité des déplacements à Paris sont le fait de déplacements piétons. Et donc, regardez l'espace respectif qui est alloué à la voiture, avec souvent une personne dans la voiture, et à l'espace dédié aux piétons. Donc nous affirmons, et nous voulons, et nous poursuivrons cette politique de reconquête des espaces publics. Cette reconquête des espaces publics, c'est évidemment la création, à chaque fois que c'est possible, nous sommes dans une ville dense, particulièrement dans le 11e, arrondissement le plus dense de Paris, et donc à chaque fois que ce sera possible, nous allons végétaliser. Et je pense notamment ces pieds d'arbres qui sont en bas de chez nous. Nous allons proposer aux copropriétés qui le souhaitent, ma foi, d'adopter leurs pieds d'arbres. C'est une formule peut-être toute simple. Nous avons expérimenté ça rue Fédherbe depuis quelques années avec Patrick Bloch, et nous voulons généraliser ce processus qui produit des résultats et du lien social. Vous savez, les jardins partagés, ces choses qu'on a mises en place, ça donne l'occasion aux gens de se rencontrer, de discuter, de faire pousser les carottes ou les betteraves. Et ma foi, c'est fort sympathique. Et puis nous allons aussi, parce que nous avons la volonté de reverdir Paris, créer des nouveaux jardins. Même si le 11e est le plus dense, nous avons un beau projet, une grande brèche verte en face de Saint-Ambroise. C'est 1,5 hectare, donc c'est quand même une surface unique dans le 11e arrondissement que nous allons créer en espace vert dans la prochaine mandature. Nous avons d'autres projets. Le TEP Ménilmontant dont nous parlions tout à l'heure, c'est effectivement une déchetterie. Donc d'ailleurs, je redis au passage que c'est une déchetterie de la même sorte que celle qui existe aujourd'hui sous les Invalides. Et je ne suis pas certain que beaucoup de personnes dans la salle savent qu'il y a ce type de déchetterie que nous voulons mettre justement au 49-51 boulevard Richard Lenoir, existe aussi aux Invalides, et que donc toutes les nuisances supposées auraient envahi les Invalides. Donc à cet endroit-là, parce que cette déchetterie sera enterrée, donc non visible, sans nuisance pour la rue, à cet endroit-là, nous allons faire du logement social, nous allons faire bien évidemment une salle de sport, rénover les terrains d'éducation physique et sportive, parce que c'est le premier moteur de ce projet, et agrandir le jardin qui aujourd'hui fait 540 mètres carrés et qui demain en fera près du double. Voilà. Donc voilà l'ensemble de l'action. Et pour terminer sur l'environnement, parce qu'il y a un volet, enfin la planète a des ressources limitées, nous avons tout ça en tête. Nous avons lancé une opération d'amélioration de l'habitat autour du développement durable et des économies d'énergie autour de la place de la République. C'est un beau projet qui associe 600 immeubles avec les 3e, 10e et 11e arrondissements, et donc qui vise à faire en sorte que les copropriétés, parce que dans le parc social, on sait faire, les bailleurs sociaux, c'est des propriétaires uniques, donc on leur donne des directives, et d'ailleurs c'est pour ça que nous avons mis en place à Paris un plan climat qui va beaucoup plus loin que toutes les réglementations nationales en matière environnementale, et donc le parc social, on sait faire, les parcs privés et les copropriétés, on ne sait pas faire, et donc c'est pour ça que nous avons lancé cette opération programmée d'amélioration de l'habitat autour de la République, et que nous allons poursuivre et amplifier dans l'ensemble des quartiers de Paris pour arriver à une rénovation à la fois thermique des logements et des copropriétés, mais aussi développement durable, c'est-à-dire accessibilité pour les handicapés, loco-vélo, etc. Et j'en termine, puisque on mettait en touche tout à l'heure sur des dégagés nationaux, voire internationaux, pour rappeler que toute cette politique, elle conduit à un développement d'un tissu économique local et un artisanat qui n'est pas délocalisable. Et donc oui, pour nous, c'est aussi
une politique qui permet des activités économiques à Paris et qui permet le soutien de l'artisanat et des activités de proximité. Et j'irai même au-delà parce qu'en fait, quand on fait Autolib, eh bien, on crée la filière de la voiture automobile, une filière d'excellence qui avait, on le sait, bien du mal à se lancer et qui, grâce à Paris, a donné une impulsion majeure pour permettre le développement d'une filière d'excellence en France sur ce sujet. Et de cela, nous sommes particulièrement fiers. Alors, Monsieur Morel, on va vous laisser la parole sur ce sujet, c'est promis, mais Monsieur Baron n'a pas encore beaucoup parlé. Moi, ce que je voulais dire, effectivement, je suis d'accord avec tout le monde sur les particules fines. Hein, tout le monde sait que c'est très néfaste pour la santé. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que notre arrondissement, c'est l'arrondissement le plus dense de Paris. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'on puisse faire ce que l'on a déjà fait sous Georges Sarr, et la continuité, que l'on fasse des jardins très très importants, comme celui de la Folie Titon, hein, où nous avons fait des jardins et entourés de crèches, de logements sociaux, voilà, et que l'on puisse faire la même chose avec ce qui est prévu, tu l'as dit, de Saint-Ambroise à Richard-le-Noir, faire une énorme coulée verte, faire un jardin, et ensuite faire sur les côtés de ce jardin, faire des logements sociaux, une crèche, comment ? Oui, mais c'est pas livré. Si ? Non. Oui, la crèche est ouverte. Donc, ce que je veux dire, c'est la continuité et de faire à la place de Como, c'est une Mercedes. Donc, on enlève l'automobile pour faire un jardin et pour faire des logements sociaux et une crèche. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que ce que les habitants attendent, c'est que l'on crée justement des jardins et que l'on puisse circuler tranquillement dans le 11e arrondissement. C'est pour ça que moi aussi j'aimerais que Vélib soit gratuit pour que les gens puissent se promener dans l'arrondissement tranquillement. Voilà. On va passer la parole à M. Morel. Alors, évidemment c'est l'écologie, mais j'ai essayé de faire court et d'aller sur l'essentiel. Dans votre introduction, vous avez dit on va parler d'écologie, on va parler d'espace vert. Je vais essayer de vous montrer que l'écologie politique, c'est pas que les espaces verts. Alors, sur les espaces verts dans le 11e, on l'a dit, on est tous d'accord, l'arrondissement est particulièrement dense, il va y avoir un nouveau jardin qui s'ouvre vers Saint-Ambroise, là, l'impasse Priot, mais on ne pourra pas créer énormément de nouveaux espaces verts dans le 11e. L'espace vert, enfin, l'espace n'est pas là. Je vous incite très fortement à aller à la rencontre, à la réunion publique qu'on organise mardi prochain, parce que mardi c'est écologie, hein, c'est notre thème, animé par Loïc Agnès sur la végétalisation de la ville, où on change de concept. L'avenir, c'est pas des parcs dans Paris. Il n'y a pas assez de place. Alors il y a le grand parc que propose Christophe sur les bords de Seine, mais autrement c'est la végétalisation de la ville. C'est la trame verte que nous proposons de Père-Lachaise jusqu'à Richard-le-Noir. C'est aussi, enfin voilà. Venez à la réunion, Loïc vous expliquera ça très bien. Et c'est sortir de l'idée qui date à peu près du XVIIe siècle que la verdure, c'est des espaces verts avec des barrières autour. Il faut changer de paradigme. Maintenant, je voudrais dire quelque chose sur ce qu'est l'écologie politique. Alors, est-ce qu'on enseigne toujours la fonction de Koch-Douglas dans les cours ? Oui, hein oui, hein, voilà. Hein, la production est fonction du travail et du capital. Vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose ? Parce que pour produire, il faut du travail, il faut du capital. Mais par exemple, si on veut faire du diesel, il faut du pétrole. Si on veut faire des voitures, il faut du fer. C'est-à-dire qu'on a pensé l'économie sans imaginer qu'il y avait des ressources dont on avait besoin. Et la courbe de Koch-Jacob, c'est comme ça qu'on pense l'économie. Et là, l'écologie, c'est une rupture épistémologique. Allez, je fais pédant, quoi. Hein. C'est un changement de paradigme. C'est de dire la Terre a des ressources limitées. Voilà. Et qu'il faut changer de formule de calcul. Ça a quelles conséquences? Et après, je vais aller sur les choses très concrètes du 11e. Hein, parce que l'écologie, c'est quoi? C'est d'abord avoir cette conviction que la planète a des ressources limitées. Que la pensée du XVIIIe siècle ne nous permettra pas de construire le XXIe siècle. Deuxième chose, on a une vision globale et systémique des choses. L'économique et le financier
le social, l'environnemental et le démocratique. Une vision globale des choses. Autre point, on réfléchit pour le long terme. On ne se préoccupe pas uniquement du prochain remaniement ministériel. On fait de la politique pour dans 40 ans. Et puis, point suivant, on échoue. On planifie, mais planification écologique, l'expression elle est du front de gauche, mais je vais pas vous l'apprendre, hein. Ouais, mais on planifie, bien sûr. L'écologie, c'est réfléchir sur le long terme. Alors, maintenant parlons concrètement. En 2009, il y a eu le budget de la ville. Alors, il y a le budget de fonctionnement, mais la vraie variable de travail, c'est le budget d'investissement. Avec Pascal Canfin, qui est aujourd'hui ministre du Développement, on a travaillé avec le CNRS pour leur demander de chiffrer l'impact sur l'emploi de la baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics municipaux. Combien ça coûterait en termes d'isolation? Qu'est-ce que ça créerait comme emploi? Qu'est-ce que ça coûterait? Ça coûterait, pour baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre, ça coûte 400 millions. C'est ce qu'a dit le CNRS. Ça crée 14 000 emplois. Et nous, on a proposé ça comme amendement au budget pour dire, voilà, sur le 1,5 milliard d'investissement qu'on va décider, on met 400 millions sur l'isolation des bâtiments parisiens. Ça veut dire qu'on crée une filière. Ça veut dire qu'on crée des postes. Des postes de gens qui vont faire l'isolation, des postes d'ingénieurs qui vont inventer la nouvelle façon de le faire, des postes de gestionnaires, des gens de marketing pour comment on va convaincre de le faire. Et puis j'ai un souvenir pénible. Pénible, c'était la réunion de la commission des finances. C'était après le repas au Conseil de Paris. Alors le repas du soir au Conseil de Paris, voilà, bref. Ils avaient vu. Il y avait M. Le Garret, hein, qui est le président, qui était membre de la commission des finances pour l'UMP. Il y avait Jean-François, M. Café, c'est quoi son prénom? Jean-Pierre Café, hein, qui représentait le Parti socialiste. Et nous venons de présenter nos amendements pour dire, voilà, il faut prendre 400 millions pour réduire les gaz à effet de serre, et c'est un investissement qui s'autofinancera puisqu'on réduira les consommations d'énergie dans les bâtiments. Ils nous ont rionné. Ils nous ont rionné. Et les 400 millions, vous savez où ils sont? Alors on pourrait dire qu'ils sont dans la centaine de millions de tonnes de ferraille qu'on a mis sur le centre commercial des Halles. On pourrait dire aussi qu'ils sont dans la Philharmonique. Vous savez, la Philharmonique du 19e. Est-ce qu'on avait besoin à Paris d'une nouvelle salle pour un orchestre philharmonique? Il y a peut-être d'autres urgences quand l'argent public est rare. Le budget initial c'était 160 millions, on est à 386 millions. Et troisième chose, enfin c'est dans la presse tout ça, la dette, elle est cachée dans une association. Alors pour ceux qui ont l'option finance, hein, vous voyez, ça s'appelle définir, déconsolider, hein, c'est à peu près l'affaire Enron, quoi. Et là, M. Saint-Étienne et M. Vauguelin, vous partagez la responsabilité, puisque la Philharmonique, c'est un projet mené par Bertrand Delanoë et Nicolas Sarkozy. Je dis qu'en 2009, on a loupé une belle occasion d'investir 400 millions pour préparer le futur. Voilà, donc si personne ne veut reprendre la parole, on va jouer là-dessus, je pense. Juste un petit mot, je vois que les temps de parole pour M. Barraud sont assez différents. Juste, j'ai vu que l'importance de la continuité dans votre projet, peut-être si vous pouvez nous en parler un petit peu justement de cette continuité des précédentes mandatures, ça vous permettrait d'avoir un petit peu plus de temps de parole et que les gens connaissent aussi un petit peu plus ce qui s'est fait et ce qui pourrait se faire avec les... Justement, ce qui s'est fait sous Georges Sarr, lorsque nous avons commencé, il y avait énormément de friches dans le 11e arrondissement. Et au lieu de faire que du logement, nous avons justement fait une mixité entre le logement et les jardins. Nous avons fait 6 ou 7 jardins, donc je vous disais tout à l'heure, le plus important c'est la Politique.
Et ensuite, nous avons créé avec Georges Serre dans le nord de l'arrondissement 2 jardins. Et ce que je voulais dire, c'est que le travail que nous avons entrepris ensemble depuis 1995, on a eu la continuité avec Patrick Bloch, parce que je suis également élu depuis 1995, que je suis avec Patrick Bloch de 2008 à nos jours, et que nous voulons beaucoup plus de jardins dans le 11e arrondissement, et que l'on puisse circuler tranquillement, les parents comme François le disait tout à l'heure, avec les poussettes, et que les personnes âgées puissent se retrouver dans nos jardins dans le 11e. Alors, oui, toute petite. Et après, on a un droit de réponse aussi de M. Saint-Etienne et on va changer. Après, on va passer à un autre thème. Je voulais quand même dire quelques petites choses après ce qu'a dit M. Saint-Etienne tout à l'heure sur la voiture électrique. Il faut quand même savoir que si, à terme, et il n'y a pas que M. Saint-Etienne qui partage cette idée-là, si à terme tout le monde roule à l'électrique, c'est d'ailleurs un objectif, paraît-il, du ministre actuel du redressement productif, M. Arnaud Montebourg. Il faudrait, dans ce cas-là, et j'espère que ça n'arrivera pas, évidemment, il faudrait 4 à 5 centrales nucléaires supplémentaires. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous commémorons les 3 ans de Fukushima. Je ne vous dis que ça. Et en plus, dans ce que dit M. Saint-Etienne, le plus grave, c'est que c'est le tout bagnole, mais en plus, c'est le tout bagnole pour les plus riches, parce que c'est ceux qui auront pu se payer les nouvelles bagnoles, donc électriques, hybrides, avez-vous dit, c'est-à-dire les nouveaux modèles, et évidemment pas les plus pauvres, qui vont, eux, garder leur vieille bagnole, évidemment polluante. Et donc c'est l'ensemble de la circulation, évidemment, dans Paris qu'il faut repenser, et certainement pas revenir à une vision, comme le disait mon voisin Hervé Morel, des années Pompidou, que je n'ai pas connues personnellement, mais enfin du siècle dernier, quoi, hein, pour aller vite. Voilà. Et aussi sur la question de l'écologie, nous avons, nous, une radicalité concrète, c'est comme ça qu'on dit, une vision à terme d'une ville sans pub. Alors c'est un gros mot, hein, sans doute, dans cette maison-là. Une ville sans pub. Eh ben, très bien. D'accord, en direct. Je voulais prendre le micro, c'est pour ça. Une ville sans pub, Sao Paulo l'a fait au Brésil. Et ça fait partie aussi de l'écologie. Ça fait partie de l'écologie, je dirais, presque mentale, voilà, l'émancipation humaine et culturelle que nous portons au fond de nous. Alors, un droit de réponse pour M. Saint-Etienne tout à l'heure, qui nous permettra de faire le lien. Ah oui. Juste un mot, hein. Très court. Très court. Au nom d'Europe Écologie 11e, nous co-signerons une refonte du règlement local de publicité pour réduire massivement la publicité et pourquoi pas aller comme à Sao Paulo, dans une ville où il n'y a pas de publicité, nous le signerons ensemble. Alors la transition maintenant avec M. Saint-Etienne sur justement le thème de l'emploi, de la jeunesse, et vu que vous en avez déjà parlé un petit peu dans votre précédent discours. Bien, donc vous aviez déjà l'interdiction du diesel, maintenant vous avez l'interdiction de la publicité, donc on continue dans l'interdiction. Ce qui est très intéressant dans les prestations que vous avez eues, vous avez dans le 11e 6 listes de gauche, une liste de Front National et une seule liste républicaine, droite et centre. Ce qui est très intéressant, c'est que nous avons fait l'union... Pardon ? Oui, non, mais je dis une seule liste républicaine, droite et centre. Donc c'est clair, j'ai dit droite et centre. Et donc ce que j'observe, c'est qu'il n'y a aucun accord entre les 4 personnes qui sont là, notamment entre Madame Franco et Monsieur Vaugelin. C'est des attaques continuelles de l'un sur l'autre, et particulièrement de Madame Franco sur Monsieur Vaugelin. Or, ce qui est assez extraordinaire, c'est que le Front de gauche, le Parti communiste et l'ensemble de la gauche a été tranquillement au pouvoir pendant 13 ans avec le Parti socialiste.
Mais on n'assume pas au moment des élections. On se sépare et on s'attaque. Ensuite, on se mettra dans des tractations le soir de l'élection du premier tour, d'accord sur on ne sait quoi, et on enverra le paquet cadeau aux Parisiens au deuxième tour. Donc, critique continuelle pour préparer le premier tour, et ensuite paquet cadeau au second tour. Donc nous avons préféré, pour la liste droite et centre, un accord clair et qui soit présenté à tous les Parisiens, qui peuvent juger ce que nous présentons dès le premier tour et que nous porterons également au deuxième tour. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que non seulement l'accord entre Madame Franco et Monsieur Morel devient de plus en plus charmant, mais l'accord sur les interdictions, l'accord sur une vision archaïque, mais leur déclaration sur la voiture montre bien leur incompréhension du monde dans lequel nous sommes. Il y a une incompréhension totale qui résulte de l'adéquation, de l'équation entre voiture et moteur thermique. Il faut casser cette équation. Et donc la troisième révolution industrielle qui est en cours depuis une trentaine d'années et qui se développe et s'accélère, vise à faire passer l'automobile dans une autre vision de croissance durable. J'ai parfaitement explicité tout à l'heure comment nous pouvions entrer dans la croissance durable. Le seul point où je rejoins M. Morel, mais il est important, c'est qu'on peut créer effectivement une filière complète, créant des centaines de milliers d'emplois non délocalisables, pour refaire de notre patrimoine de logement un patrimoine écologiquement durable. Je me base sur cette question aussi depuis 10 ans. Je rappelle que le Grenelle de l'environnement a été fait par M. Borloo et que les mesures qui sont en place aujourd'hui, c'est donc l'UDI qui l'a mis en place, mais surtout, de façon encore plus spectaculaire, nous avons entendu Mme Franco, sans arrêt, avec beaucoup d'émotion, nous dire que le peuple devait faire éclater les fers dans lesquels il est. Ce qui est juste assez intéressant à noter, elle a parlé de sécurité sociale. Qui a fait la sécurité sociale? Le général de Gaulle. On parle de libération de la femme. Qui a donné le droit de vote aux femmes? Le général de Gaulle. Qui a donné l'IVG aux femmes? Giscard d'Estaing et Madame Veil. C'est-à-dire que les grandes réformes intelligentes, fondatrices de la liberté des hommes et des femmes dans notre République, c'est la droite et le centre qui les font depuis 70 ans. Donc on peut avoir des grands discours sur la libération du peuple, mais quand on est au pouvoir, au contraire, ce que vous mettez, c'est des interdictions partout, et donc de nouveaux fers qui interdiront au peuple de bouger. Dernier point que je voulais dire, c'est que vous avez dit que ma position, c'était il n'y a pas d'alternative à la situation actuelle. J'ai montré, par mon accord avec M. Morel, sur une nouvelle filière que on peut avoir une autre croissance. On peut avoir une autre croissance qui n'est pas celle que demandait Mme Thatcher. Donc, vous faisiez référence à elle avec son TINA, et il n'y a pas d'alternative. Mais le point fondamental que je voulais évoquer, c'est que, bon, je ne suis pas né d'hier, donc, puisque j'étais ici dans cette maison il y a très longtemps, j'ai écrit de nombreux livres, et ça fait 30 ans que j'écris sur l'État stratège qui mène des politiques de long terme. Une idée clé, également portée par Jean-Pierre Chevènement, qui a une vision sur la très longue durée, donc une vision qui permet de passer d'un monde aujourd'hui bloqué et archaïque à un monde dans lequel toute l'intelligence française peut se déployer. Donc j'ai évoqué tout à l'heure cette intelligence française sur l'innovation. Nous avons une vision politique du monde qui est différente de celle de l'Allemagne, de celle de l'Angleterre. Donc nous devons pouvoir porter, en tant qu'héritier d'une tradition politique très riche, qui trouve en partie ses sources dans le 11e arrondissement, puisque je rappelle que la Révolution française est partie du Faubourg Saint-Antoine dans le 11e arrondissement. Et donc, personnellement, je veux porter cette tradition très forte, et je la porte notamment dans cette vision d'un État stratège. Je rappelle, Madame Franco nous disait qu'elle n'était pas née au temps de Pompidou, elle était vraisemblablement pas née non plus dans les années 2000, mais je suis le seul à avoir porté en 2003 le combat. Il n'y avait aucun économiste de gauche qui le portait. Je m'étais opposé
très violemment dans tous les médias sur la privatisation de Péchinet et le fait qu'il était tombé dans les mains d'un aluministe canadien qui avait conduit au démantèlement de cette fabuleuse entreprise française. Et j'avais même dit, puisque j'ai fait des études en Angleterre, aux États-Unis, après Subdeco Paris, et j'ai longtemps vécu aux États-Unis, j'ai vu fonctionner le gouvernement américain, et j'avais notamment dit, si cette tentative de prise de contrôle de Péchinet était intervenue aux États-Unis, jamais le gouvernement américain n'aurait laissé faire, jamais il n'aurait permis de faire laisser partir les savoir-faire. Et donc, de ce point de vue, je suis pour un État fort qui défend fondamentalement les intérêts de notre pays, qui défend ses entreprises, qui les aide à se capitaliser, à se développer. Et ce que j'évoquais en termes de création d'une nouvelle filière sur l'automobile, c'est à la fois bon pour les bronches des Parisiens et c'est bon pour l'emploi des Français. Monsieur Barraud, vous êtes sur une réaction sur ce nom. Il y a parlé de Jean-Pierre Chevènement, le parti qu'il a créé, dont vous faites partie. Moi, ce que je voudrais parler surtout, c'est sur la jeunesse. Allez-y, parce que je pense que la jeunesse est très très important. La jeunesse du 11e, dans toute sa diversité et dans tous ses idéaux, doit être au cœur de notre priorité. Nous avons besoin plus que jamais de veiller ensemble à ce que chaque jeune développe son plein potentiel. Ce que je voudrais dire, c'est que notre arrondissement doit continuer à innover et à orienter les jeunes dans la voie de l'excellence. Nous entrons dans une ère où la pyramide démographique s'inverse. Le 11e aura besoin de la participation de tous nos jeunes, de toutes origines et de toutes différences. Permettre la découverte des métiers et des professions. Promouvoir la formation professionnelle. Il s'agit de valoriser la formation professionnelle auprès des intervenants, des parents et des jeunes. Et de faciliter l'accès aux entreprises, en particulier pour les jeunes en formation professionnelle. Ce que je voudrais aussi, c'est développer un réseau d'entreprises dans et hors de l'arrondissement. Trouver une entreprise d'accueil demeure un enjeu majeur pour beaucoup de jeunes en alternance. Favoriser l'établissement d'un réseau de contacts est un atout pour l'entrée sur le marché du travail. Accompagner les jeunes dans leur intégration au marché du travail et leur maintien dans l'emploi, ce qui est très très important. Faciliter l'acquisition d'habilités de gestion ainsi que des compétences en matière... non, ce que je voulais dire, c'est le démarrage d'une entreprise requiert une bonne dose de confiance en soi et de détermination, mais aussi d'excellentes habilités et compétences en gestion. Ainsi, pour favoriser la réussite de leurs projets, les jeunes entrepreneurs doivent avoir accès à des outils qui leur permettront de poser des diagnostics efficaces dans leur habilité de gestion. Développer une table de concertation et de coopération pour les jeunes. Valoriser l'engagement citoyen. Et surtout promouvoir l'égalité des chances et soutenir les jeunes victimes de racisme et de discrimination. La diversité est une richesse, une valeur ajoutée pour le 11e. Lutter contre toute forme de discrimination est une nécessité pour contribuer à l'égalité des chances. Et enfin, initier au processus électoral et aux institutions démocratiques. C'est pour soutenir les jeunes du 11e dans leur épanouissement, dans la réalisation de leurs ambitions et de leurs rêves, et pour mener plus loin encore cet engagement, que je suis candidat. Mon objectif, c'est d'enrichir le 11e de sa jeunesse. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Monsieur... Non, allez-y, Monsieur Borel, une réaction justement sur la jeunesse, sur l'emploi. On parlait d'entrepreneurs, ça me permet de faire le lien avec l'école. Le SCP est peut-être le principal fournisseur d'entrepreneurs dans le 11e. Oui. Alors, juste un mot. Avant, c'est une réponse à Monsieur Saint-Étienne. François, Jean-Marie, Hélène et moi, enfin, et Europe Écologie, on va fusionner au deuxième tour et on fera une liste unique. Mais voilà. Je vois une tête hochée au fond de gauche. Ah bon. Bon alors. Pardon.
Il y aura le 23 mars, le premier tour. Chacun présente son projet. Vous connaissez les règles. Toutes les listes qui ont fait plus de 5% des voix peuvent fusionner au deuxième tour. Pour nous, alors je vais parler pour nous. Pour nous, Europe Écologie, c'est clair. On souhaite faire 5, 10, 15, voire 18, et même des fois on se met à rêver plus. Et après, les choses sont claires. On va fusionner avec la liste du PS. Parce qu'on est de gauche. Voilà. Par contre, la proportion d'écolos qu'il y aura dans la majorité par rapport aux gens du PS, ça sera des tours de bureau ou l'isolation des bâtiments. Voilà, c'est clair. Alors, deuxième point sur l'État stratège. Excusez-moi, je suis là. Vous avez été au modèle, M. Saint-Étienne? Eh bien, moi, je dois dire mon admiration sur un certain point pour M. Bayrou. C'est probablement l'homme politique, voire le seul, ou en tout cas celui qui l'a fait avec le plus de vigueur, pour protester contre la privatisation des sociétés d'autoroutes. Pour ceux qui font l'option finance, entre le WACC, on en prend tout ça, le WACC, le coût moyen pondéré de capital, ouais. Entre le WACC d'une entreprise privée et le WACC de l'État, c'est évident qu'il y a un gâchis d'argent public à privatiser les autoroutes. Voilà. Et quand on voit aujourd'hui, et vous, je crois que vous connaissez bien le dossier de la vente de Cofiroute, de la participation de Bouygues, puisque vous êtes membre du conseil d'administration, vous l'avez quitté? Alors mettez à jour votre... D'accord. Quand aujourd'hui Bouygues vend... Sur Wikipédia, c'est marqué que vous êtes administrateur de Cofiroute. Faites attention à votre fiche. Oh, d'accord. Voilà. Là, vraiment, l'État n'a pas été stratège. Maintenant, sur la jeunesse. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand je commençais à apprendre la stratégie, il y a un prof qui m'a dit, avant, pour rafraîchir les aliments, on transportait des cubes de glace, on mettait les aliments à côté des cubes de glace, et puis on mettait ça dans un endroit à l'ombre pour que les aliments restent au frais. Et puis un jour, on a inventé le frigidaire. Alors, les premiers frigidaires, ils ne marchaient pas très bien. Et ceux qui faisaient le transport des cubes de glace pour rafraîchir les aliments, ils ont dit, eh bien, on va perfectionner, on va faire mieux encore pour améliorer la façon de fabriquer nos cubes de glace, de les transporter pour qu'ils fondent moins vite, etc. Et le prof disait, vous voyez bien, quand il y a une rupture, ne cherchez pas à améliorer la fabrication et le transport du cube de glace, passez au frigidaire. Et vraiment, vous êtes étudiant, vous allez être responsable, vous allez agir sur l'économie française, européenne et mondiale. Et moi, je vais vous donner mon avis d'étudiant d'il y a 30 ans. Régulièrement, je me dis, dans ce que je fais, est-ce que j'essaye d'améliorer le transport du cube de glace ou est-ce que je suis passé au frigidaire? Et aujourd'hui, en étant écologiste, je sais que je suis passé au frigidaire et que je ne m'occupe plus des cubes de glace. C'est ça le message que je veux porter à la jeunesse. Allez-y. Non, je souhaitais simplement réagir. Sur la jeunesse. Après, sur la jeunesse, si vous pouvez orienter votre discours vers la jeunesse, il nous reste beaucoup plus de temps. Non, simplement, mon sang de féministe n'a fait qu'un tour, Monsieur Saint-Étienne. Quand j'ai entendu de votre bouche 2 questions. Qui a donné le droit de vote aux femmes? Qui a donné, c'est encore mieux, qui a donné l'interruption volontaire de grossesse? C'est pas la gauche qui a voté ça, c'est la droite. Non mais Monsieur Saint-Étienne, si vous me laissez parler, je vais vous dire en quoi ces 2 phrases sont particulièrement choquantes et je vais vous donner une réponse à vos questions. Qui a donné le droit de vote aux femmes? Eh bien les luttes des suffragettes. Ça vous dit quelque chose? Au 19e siècle, il y avait les suffragettes qui sont allées en prison, qui étaient effectivement réprimées par la police, parce qu'elles n'ont fait que réclamer effectivement un droit
qui me paraît maintenant élémentaire, celui d'avoir leur mot à dire à l'égal des hommes. Pourquoi le Front Populaire ne l'a pas fait? Il n'y avait pas non plus dans le programme du Front Populaire. Charles de Gaulle en 36. Monsieur Saint-Étienne, si vous m'interrompez sans arrêt, vous ne montrez pas un visage particulièrement féministe non plus. Cessez de m'interrompre. Allez-y. Pourtant, j'avais envie de vous interrompre, ça, je ne l'ai pas fait. Bien. Donc, les luttes. Qui a été à l'origine du 8 mars comme journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et pas la journée de la femme, qu'on dit maintenant dans les médias? Réponse, une dame qui s'appelait Clara Zetkin, avec ses camarades, du Congrès international des femmes socialistes, en 1910. Voilà, les suffragettes ont obtenu le droit de vote, avec effectivement toute une partie de la gauche qui y était opposée. Oui, monsieur Saint-Étienne. Comme il n'y avait pas dans le programme du Front Populaire, disais-je à l'instant, les 15 jours de congés payés. Et vos grands anciens, vos inspirateurs peut-être, du comité des Forges, en 1936, lors des accords de Grenelle, ont dit « Jamais la France ne se relèvera de 15 jours de congés payés. Nous sommes à 5 semaines. » Et nous sommes bien contents, effectivement, d'avoir 5 semaines de congés payés. Voilà, j'avais quand même envie de réagir parce que ça n'est pas un homme, monsieur Saint-Étienne, fut-il le géant que vous vénérez, qui s'appelle le général de Gaulle, qui a donné quoi que ce soit aux femmes. Ce sont les femmes qui, par leur lutte avec des compagnons et des camarades hommes, qui ont obtenu tout ça. Et c'est le Conseil national de la résistance qui, horrible pour vous, connaît beaucoup de communistes. Mon père était résistant. Beaucoup de communistes. Voilà, monsieur, s'il vous plaît, on va pas débattre intensifier, c'est très bien. Madame Franco, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. On vous pose une question sur la jeunesse, vous répondez sur la jeunesse, les jeunes sont là. Monsieur, on va continuer sur la jeunesse. Monsieur, on va continuer sur la jeunesse. Madame Franco, monsieur, si vous voulez bien parler. Je m'énerve pas, c'est vous qui êtes nul, tout le monde le voit. Ça n'est pas bien. S'il vous plaît, monsieur, n'insultez pas non plus en retour. Si quelqu'un ne comprend pas, n'insultez pas. Madame Franco, si vous pouvez me donner maintenant le micro à monsieur Vauglin. Je pense que le temps de parole, on va essayer d'équilibrer. Vous avez débité le temps de parole, monsieur Saint-Étienne? Bien sûr, tout a été débité. Regardez, il y a 18 minutes et 14 secondes pour le Saint-Étienne. Écoutez, on va pas être non plus à 10 secondes près, il a peut-être rajouté 30 secondes de plus. Je ne pense pas qu'on va être là-dedans. S'il vous plaît, passez le micro à monsieur Vauglin. Attendez, donc sur la question... Alors finissez rapidement, s'il vous plaît. Sur la question... J'ai pas envie que le débat se termine en insulte des deux côtés. Non, je n'ai insulté personne, personnellement. Et j'ai reçu, effectivement, essuyé des insultes à l'instant. Le comité des forces, s'il vous plaît. Finissez, mais on va pas revenir sur les affaires de 1936, s'il vous plaît. Finissez sur quelque chose. Vous parlez de l'IVG et du droit de vote. Bien, finissez là-dessus. Finissez là-dessus, madame, s'il vous plaît. Alors, je termine effectivement sur la question de la jeunesse qui est posée dans votre débat, et à juste titre, simplement pour dire que les intérêts socio-économiques des jeunes sont indissociables des intérêts globaux de la société, de l'intérêt général de la société. Il n'y a pas un intérêt particulier pour les jeunes par rapport au reste de la société. Comment est-ce qu'une société accueille ces jeunes? Ça, c'est la vraie question. Et comment est-ce que dans le 11e arrondissement, mais sur Paris d'une manière générale, on peut effectivement envisager que les jeunes prennent toute leur place, qui évidemment n'est pas le cas aujourd'hui. On parle d'ailleurs de générations sacrifiées. Je fais référence très rapidement, parce qu'il y a quelques étudiants dans la salle quand même, à la question de la bombe de la dette étudiante. Et je vous renvoie simplement à un petit bouquin très fourni et très documenté de mon camarade François Delapierre, qui parle d'une véritable bombe, c'est d'ailleurs le titre de son bouquin, le bombe de la dette étudiante, avec les subprimes qui commencent à se constituer aux États-Unis et qui vont bientôt éclater parce que les étudiants américains, nord-américains, sont contraints à s'endetter tellement que, et pour d'ailleurs un diplôme tout à fait hypothétique, que effectivement il y a cette bulle financière qui commence à se créer aux États-Unis. Je vous invite à y réfléchir. Merci Madame Franco. Monsieur Vauglin, si vous voulez réagir un petit peu à tout ça, et sur la jeunesse. À rester calme. Le 11e arrondissement est un arrondissement qui a la tradition du débat, et particulièrement avec une gauche variée,
plurielle, parfois remuante, c'est vrai, mais en tout cas, pour ceux qui connaissent bien le 11e, on a l'habitude de ce débat, et je dois dire que c'est plutôt quelque chose qui nous enrichit et qui nous réjouit, plutôt qui nous agace ou qui nous énerve, parce que on considère que ça fait partie du débat démocratique et de la tradition de ce 11e arrondissement, dont effectivement il a été le berceau de la naissance de la Révolution française, des révolutions, et donc oui, on s'inscrit effectivement dans cette tradition qui remue un petit peu, ça nous change. Alors, pour répondre à la question sur la jeunesse, parce qu'elle est ô combien essentielle, je voudrais parler du 11e arrondissement et parler de Paris et de ce qu'on peut faire, nous, en tant que collectivité, parce que la question qui est posée aujourd'hui, c'est que peut faire la mairie et le département de Paris pour aider ces jeunes à rester à Paris, on l'a évoqué tout à l'heure, à trouver un emploi, à s'installer, à créer sa famille et à se lancer dans la vie. Alors, évidemment, vous êtes nous sommes ici dans une école particulièrement active et particulièrement productive en matière de jeunes diplômés. Et pour autant, on le sait, un certain nombre de jeunes diplômés ont aujourd'hui, à Paris même, du mal à trouver un emploi. Et donc, nous avons mis en place des forums pour l'emploi, et nous allons développer des forums pour l'emploi thématiques dans la prochaine mandature. Des forums pour l'emploi qui sont ciblés sur des métiers en tension, il y en a un certain nombre qui maintenant sont bien identifiés. Des forums pour l'emploi aussi ciblés sur les jeunes diplômés qui ont du mal à trouver un travail. Nous avons lancé ça il y a déjà 2 ans avec Jacques Dagnay, qui est l'adjoint de Patrick Bloch, chargé de la solidarité, et je peux vous dire que ça a produit d'excellents résultats. Le fait d'aller voir les employeurs, de travailler avec la mission locale pour l'emploi, d'aller chercher justement dans les écoles les jeunes qui sont sortis et qui ont du mal à trouver un emploi, mettre tout ce monde-là autour d'une table et puis au cours d'une journée faire ce forum pour l'emploi, eh bien ça permet aux jeunes de retrouver un emploi sous la dernière mandature. Ce sont 5000 recrutements qui ont été permis par cette action de la ville de Paris. Je parle à l'échelle parisienne, c'est plusieurs centaines dans le 11e arrondissement. Voilà une première proposition concrète. Deuxièmement, pour les porteurs de projets, eh bien, il est nécessaire de les accompagner dans toute la vie de leur projet. De l'idée qui germe jusqu'à la réalisation et le fait de pouvoir voler entièrement de ses propres ailes de manière autonome. Et c'est pour cela que nous avons investi 1 milliard d'euros, c'est quand même pas rien, 1 milliard d'euros investis pour l'innovation sous la dernière mandature et qui a permis de faire passer les surfaces dédiées aux pépinières d'entreprises, aux incubateurs, aux pouponnières d'entreprises, etc. La surface de 5000 mètres carrés à 100 000 mètres carrés. Et donc c'est ainsi que dans le 11e arrondissement, nous avons au cours de la dernière mandature inauguré 2 nouvelles pépinières d'entreprises, Paris Pionnière, qui est d'ailleurs ciblée sur les femmes qui ont parfois du mal à trouver des problèmes spécifiques pour trouver de l'aide pour porter leur projet, et Pépinière 27, qui est portée par l'ancien patron du journal L'Étudiant, et que nous avons ouvert rue du Chemin Vert, à côté de ce beau projet Breguet que j'évoquais tout à l'heure. Donc 2 pépinières lancées dans le 11e, un atelier, un incubateur qui s'appelle Atelier Paris Design, rue Federbe, 28 rue Federbe. Bref, nous allons continuer, démultiplier, poursuivre ce soutien qui permet aux porteurs de projets de trouver toute l'aide qui est nécessaire pour pouvoir se lancer, faire les premières démarches administratives, trouver un local à très bas coût pour les premiers mois, les premières années, les moments cruciaux, les plus difficiles, avec un accompagnement. Pour pouvoir ensuite avoir des locaux lorsque l'entreprise commence à tourner, mais qu'elle n'est pas encore totalement stable, et pouvoir faire l'accompagner jusqu'à ses premiers bénéfices. Enfin, bref, pour nous, cette innovation économique, elle est essentielle. C'est celle-ci d'ailleurs qui a permis de faire en sorte que le chômage aujourd'hui à Paris est nettement inférieur au chômage que connaissent les jeunes au niveau national. C'est valable pour les jeunes, c'est valable pour l'ensemble de la population. Et puis au-delà de ces considérations économiques, c'est aussi l'ensemble de ce que nous pouvons faire en tant que ville et en tant que département pour la solidarité, pour ceux qui décrochent, pour ceux qui tout simplement n'y arrivent pas. Et donc ça commence dès la 3e en aidant les jeunes qui cherchent un stage
à en trouver. Et donc ça, nous allons mettre le paquet là-dessus, notamment en mobilisant les services municipaux et paramunicipaux pour offrir des stages aux jeunes en troisième qui en cherchent. Et puis, au-delà de cela, pour les jeunes décrocheurs, avec Anne Hidalgo, nous avons préparé un pacte contre le décrochage scolaire pour aller chercher dans les quartiers les jeunes qui sont sortis de tous les circuits qui ont pu être mis en place. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'avec l'aide des missions locales pour l'emploi, avec l'aide des acteurs locaux, nous avons pu remettre le pied à l'étrier à des jeunes par le biais de clauses sociales qui ont été incluses dans les marchés publics. Et voilà, on parlait tout à l'heure de quelques opérations d'urbanisme importantes de le 11e arrondissement. Truyot, Breguet. Eh bien voilà autant de chantiers qui aujourd'hui même, accueillent plusieurs dizaines de jeunes décrocheurs du 11e arrondissement auxquels nous avons redonné une chance en utilisant ces chantiers. Voilà quelques exemples. Voilà, c'est parfait. Voilà quelques exemples qui montrent ce que peut faire une collectivité et de quelle manière nous voulons donner toutes leurs chances aux jeunes du 11e arrondissement. Monsieur Barraud, moi j'aurais une question et du coup ça me permettra de faire le lien puisque vous faites partie de l'actuelle majorité dans la mairie, vous êtes adjoint en plus au sport. Voilà, justement, je voulais parler. Voilà, et donc on parlait tout de suite de chantier, peut-être il y a un chantier qui s'ouvrira peut-être, c'est celui de l'ESCP. Qu'en est-il justement de cette école dans le 11e et peut-être qu'en est-il des sports dans le 11e? Il est difficile d'y accéder, je suis capitaine d'une équipe de basket, Guillaume aussi, c'est pas simple d'aller aux entraînements. Je sais, alors justement moi je suis adjoint au sport, donc et je travaille en étroite collaboration avec l'Office du mouvement sportif, dont le président est Michel Calvé. Il faut savoir que dans le 11e arrondissement, il y a 142 associations, dont 74 affiliées à l'OMS. Et nous avons toujours essayé de faire le maximum justement pour les clubs, parce qu'évidemment, les gymnases, il y en a très peu. Nous avons construit le gymnase Orillon. Et ce que nous allons faire là, c'est construire justement à Ménilmontant un autre gymnase et à Breguet 3 salles de sport. Donc c'est très très important, mais malheureusement on ne peut pas donner à tous les clubs, tout le monde veut énormément de créneaux. Évidemment c'est très difficile, nous n'avons que 2 piscines aussi dans le 11e arrondissement. Et pour donner des créneaux à tout le monde, c'est très difficile, mais ce que nous faisons, nous réunissons tous les clubs et nous travaillons ensemble avec l'OMS pour donner les créneaux. Et tout est transparent, on ne fait rien dans notre petit coin, nous travaillons tous ensemble et nous réunissons tous les clubs pour leur dire voilà, on vous a attribué tel et tel créneau et on a refusé à telle association pour telle et telle raison. Tout est étudié, tout le monde peut nous poser des questions, pourquoi vous avez choisi tel ou tel club, et tout est fait dans la transparence. Et ça, pour nous, c'est très très important. Donc, comme je vous dis, nous faisons le maximum, et nous avons vu, par exemple, que dans les sports de combat, il manquait énormément de salles, donc à Breguet, il est prévu justement une salle pour les arts martiaux. Nous avons demandé aussi dans les lycées et les collèges de nous prêter des salles de sport pour que les clubs comme les clubs de basket ou de volley puissent s'entraîner. Donc je pense que c'est très important de travailler aussi avec les lycées, les collèges et ce que nous faisons, la municipalité, le maximum pour que tous les clubs puissent disons travailler ensemble, et ce que nous avons fait lorsqu'il y a des réparations dans un gymnase et tout, tous les clubs s'entendent, nous discutons, par exemple pour la natation, celui qui a 2 lignes ou 3 lignes, eh bien donne à celui qui manque de lignes, on s'arrange pour que les clubs puissent travailler en toute sérénité ensemble. Voilà, merci Monsieur Barraud. Donc si vous n'avez plus rien à ajouter, je pense que le débat est clos. Du coup, on a un petit cadeau pour vous. Voilà, les magnifiques pulls de l'école.
mais c'était bien pour celui qui avait de m'en parler. Je regrette que j'ai pas eu l'occasion de parler de poste de sécurité. On informel plutôt après. Un informel, voilà. On a quelques... En informel là. Oui, vous aviez dit 20 minutes, on gère et on se convertit pas. À partir du moment où vous annoncez 20, on gère 20. Ça ne s'arrête pas. Merci. Enfin bon, j'en profite pour vous dire que nous sommes tous très heureux de ce débat et que je vous souhaite à tous bonne chance et qu'effectivement j'espère que le projet de développement de l'école sera réalisé dans les années qui viennent. Bonne chance à tous.